Hey guys, welcome back to CXO Conversations at SFF 2026 in Kigali, Rwanda. This is the last podcast of the day and is with a friend that I cherish a lot. He would not need any presentation, but I will ask him to introduce himself. I think that podcast is one of the formats that is maybe less used because he usually speaks in front of thousands of people. But ladies and gentlemen, welcome Serine Dion, CEO of Momo. Serine. Thank you, Matteo. I'm very happy to be here with you. So good afternoon. And I hope that, so you were saying that I'm between you and the end of the day, is it? But you're between me and also breaking my fast. Oh, okay. So in that case, we are going to be very, to the point, but also I would love people to sort of share a little bit of your journey. We have time. I know. So today, Momo is, first of all, to me, is a lifesaver. I download the app in most of the countries where I go. Thanks to you guys, I can pay, I feel like an African. My friends tell me that I am African enough, but thanks to that infrastructure, I really feel like a local. So tell us a little bit your journey, please, Serine. So you want my journey or Momo journey? I want yours first. Okay, so my journey is a journey of a Senegalese born in Senegal, Dakar, and studied in Senegal, went to France for class préparatoire and engineering school, and worked a bit in France in consultant company called Citycom, which was it was around 1999. So after that, I went back to Senegal, working for Orange in Senegal, and went to Mali with Orange and started my mobile money journey in Mali. Mm-hmm. So actually, when I was in Orange, I was mobile money was a project called Tango. Okay. So, and I was looking after that project. And so one day also I went to Paris for a workshop, Orange, and I met with a friend who used to be also at Citycom with me. Okay. But he was looking after payment and a lot of things in France. And in Orange. So he was at time, DJ Lomba was the CEO. Mm-hmm. So he was going to a meeting. So I saw him on the window and I monkey. And then he went up and came back and said, look, I was presenting a project to focus more on Accelerate Tango, which is Orange Money. And it is approved. And now I'm looking after someone to manage it. So okay. I said, look, I'm interested. So then we had a dinner, discussed, and then I had a couple of interviews, and it is how I started managing it for Orange. That time it was to formalize the project and launch it in some countries. So we then put a team in Mali, because I was in Mali, called Orange Money Skill Center. Okay. Had 10 people go to a country, work on partnership with bank, putting the project together. At the same time, we were looking at the platform. So we deployed it in Côte d'Ivoire, Mali, Madagascar, and some other countries. And then I joined MTN. So to also look after mobile money, but also enterprise for the Weka region, which is West and Central Africa. And that time I was recruited in MTN by a gentleman called Christian de Faria, okay, who passed away I think 3 or 4 years ago. He was a great guy, good vision, yes. And really, so yes. And this is now it's Momo. Yes, now it's Momo. So when I joined, I think Momo was like around maybe
5 million customers or less, and so we and it was successful mainly in Uganda. Started in Uganda, so we launch it in other countries and also make sure that we get success in all countries where we are operating. So now it is 65 million users, more than $1 billion revenue, and around close to 500 billion USD transaction value, and also verticals that we are developing, like lending, payment, international remittance, insurance. So, Serene, I told you that we might go a little bit into personal, but in a safe personal space. Now, when you look at your journey, you pause, right? You wake up in the morning, you have your a cup of tea or coffee, and you look back. How do you feel? Is that do you realize what? Because you started actually as someone who, le main dans le cambouis, right? So, French expression to say that he actually did the things. He just, he actually knew how to build before, and then all of a sudden, this explosion. How does it feel? Look, I feel blessed because so when you do as a work something that you like, that passionate you, so it's a blessing. Because a lot of people wake up and go and do a work that you don't like. So when you can earn money and work with your passion and get to be successful somehow in that passion. But I just would like to open a bit of bracket and to say that, mobile money is not a personal story, personal journey. I've been working with a great team that, some of them are with me since more than 10 years. So Cedric, Etienne, and some others who joined later, but even people who joined recently, they are also adding great value. So it's really a good team, and it is why we are where we are today. It must feel almost like if you build a working family, right? Because in between all this, because when a team that is so compact, and at the same time with this achievement, celebration must be amazing, right? Yes. So, I feel that I have one of the greatest teams that one could have. So, what is important in a team is to have people who are very, capable, knowing what they're doing, experience. And also when people work with you, to be able to also tell you the truth. So when they disagree with me, there is no barrier. They have their own way of saying it, but they will say it. So at least I will understand. So, which is very important. So, we were very close, when we started the journey. I remember when we were in Accra, based in Accra, trying to scale mobile money in Accra. We were in a small office, smaller than 9 a square startup, meter, basically. And we were 4, and having lunch together, and all these things. It's you learn build bonds, right? Yes. Yeah. So if we talk about the impact, of the ecosystems that you guys have built across Africa, there are different aspects, right? So there is the financial inclusion aspect, the digitization aspect, the sustainability aspect as well. And also, I want to say the ecosystem in a sense that you gave an opportunity to several entrepreneurs, some of which are today multi-million dollars companies, to build solution on the top of your infrastructure, right? So what, and of course the answer might be all of them, but talk a little bit about what sort of, which one of these, impact streams,
excites you the most? So I think for me, what excites me is to how we can give dignity to African people. So for me, financial inclusion is not really a goal, because what is financial inclusion is to make sure that people have a wallet and put money in their wallet and we count them like they're financially included. And what? Yeah. But for me, when you get someone that for sure has a wallet, but beyond the wallet, he can use services, for example, who has an idea to open a small business. And we are in Kigali. And 8 years ago, I came to see my team and we went to the market for market visit. And we met with a lady at the market selling tomato vegetables. And she explained to us that she was taking every morning a loan and to buy tomato or some other vegetables on bulk and then sell them the full day, the whole day, and the evening she will reimburse her loan. But she would make money like 100% more than so. And then she will use the other part to go and pay food, school fees, taking care of her family and everything. So, but for me, even that is not enough. And then I asked to her question, you know that there is a saving link to the loan. So you could save every day is 100% that you get on top, 10% of that you can save it. Yeah. And then in 10 days, you become independent. You don't need to take the loan. You have your own capital. Yes. So for me, this is what passionates me and what makes me waking up every day and having the energy, so to make sure that people, they go through the financial journey until they become independent. For me, someone is independent when that person doesn't need to, has his own capital to finance his own business and can, solve his own, family issues and doing. So this is for me what is dignity. So you have your dignity when you're financially independent. And for me, financially independent is not only getting a wallet, but to be able to, have your own business, your own capital, own savings, and also being able to, have an insurance. So if something happens, you make sure that you can, at least you are not down. You can, have another way to restart something else. So for me, this is really what I look for. Cette femme, je pense qu'elle a eu le meilleur professeur qu'elle aurait pu avoir. Elle a eu de la chance, en fait, parce qu'elle a eu quelqu'un qui a pu lui expliquer, en fait, en gros, les fondamentaux, de la finance basique, OK? Et en fait, ça lui a changé potentiellement de perspective. Et entre-temps, on a changé de langue parce que je vais aussi... il faut que ça soit clair aussi que... il y a une Afrique francophone qui parle très bien anglais d'ailleurs, mais c'est plus un hommage personnel parce que moi aussi, j'ai grandi en France. Et j'y tiens, on mettra les sous-titres des deux côtés d'ailleurs. Et j'aime bien parce que ça qu'avec Cyrine qu'on le fera. Et en fait, je voulais qu'on parle un peu de financial literacy, donc pas de financial inclusion. Et évidemment, je te demande pas de résoudre le problème de financial literacy en Afrique pendant un podcast, mais il y a quand même un problème de scale. Comment on peut, en fait, au lieu de parler avec une personne parce que tu vas au marché, parler à des millions de jeunes femmes qui vendent des tomates dans le continent? Bon, on a commencé, c'est-à-dire on a mis en place des outils qui éduquent les gens financièrement, qui essayent de les accompagner un peu pour leur donner un avis ou les guider sur la prochaine étape. Et en regardant le profil, et on utilise AI sur ça pour dire à la personne, voilà ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc, je pense que avec AI, on est vraiment, on dit IA en français. C'est vrai. Ça nous donne l'opportunité de pouvoir
adresser plusieurs personnes en même temps. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et progressivement, on va pouvoir éduquer les gens financièrement. Et j'imagine en fait que soit avec les groupes NTN, soit avec Momo, il y a pas mal d'initiatives de ce qu'on appelle de bâtissement, si tu veux, de capacités, capacity building, je ne sais même pas quel est le mot en français d'ailleurs. Oui, mais de construire des capacités, je ne sais pas, peut-être. Oui. Mais en fait, ce matin, on a eu toute la matinée, on a parlé de talent and career, de talent, de carrière, de comment développer en fait en partenariat avec le private sector, le secteur privé et les universités, et faire en sorte que les jeunes aujourd'hui soient capables en fait d'aller au-delà de ce que le système d'éducation leur propose, qui très souvent, en fait, ne peut pas aller aussi vite que la technologie. Non? Donc, je me demande, est-ce que tu penses que le secteur privé, et je vous mets dedans, effectivement, parce que vous touchez dans une boîte qui est très, très profitable et très, avec beaucoup de succès, mais vous avez aussi quelque part potentiellement une responsabilité envers, en fait, non, ce bâtissement de compétences. Est-ce que tu penses que le secteur privé peut jouer un rôle plus important aujourd'hui ou devrait? Oui, bon, le secteur privé doit certainement jouer un rôle parce que quand on réussit, quand une entreprise réussit dans un pays, l'entreprise a le devoir de soutenir les communautés. La réalité, c'est que ce sont les communautés qui font la réussite de l'entreprise. Quand on est MTN, c'est parce que quelqu'un a acheté de l'airtime, quelqu'un d'autre achète, des millions achètent, et c'est comme ça que aussi la richesse de MTN. Donc, c'est un devoir de donner un retour à ces communautés-là. Donc, nous avons dans ce sens une fondation qui est en fait une partie du profit de l'entreprise qui est réinvestie sur des initiatives pour accompagner les communautés locales. Et dans ces initiatives-là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont autour de l'éducation. En fait, nous avons des thématiques et l'éducation est un thème sur lequel vraiment on fait aussi du coaching, c'est-à-dire essayer de motiver des employés de MTN pour chacun coach un élève, un étudiant ou quelqu'un qui est en phase de chercher du travail, tout ça. Donc, nous avons beaucoup d'initiatives autour de l'éducation. Nous avons aussi, nous investissons beaucoup dans des universités pour les accompagner, dans des écoles pour les accompagner, en fournissant aussi souvent des équipements qui permettent d'informatiser certaines écoles. On fait beaucoup dans le domaine de l'éducation à travers nos fondations MTN dans tous les pays où nous opérons. Alors, ça, c'est côté fondation, et on va en parler des étudiants. Mais après, on va dire que côté business pur, alors, j'ai lu beaucoup d'informations dont tu me pardonneras si les chiffres ne sont pas, mais je crois qu'il y a 14 pays dans lesquels vous avez en fait une API qui est capable, est-ce que c'est bien 14 qui est capable en fait de donner l'opportunité aux entrepreneurs de bâtir des solutions sur la plateforme MTN Momo. Et en fait, ça aussi, en soi, c'est de l'impact, c'est l'éducation, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez continuer à investir? Et comment tu vois l'évolution, en fait, de ce service, entre guillemets? Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des hackathons dans tous les pays. Et donc, où les gens conceptualisent des idées de services, développent ces services-là, on les accompagne pour donc implémenter ces services, s'intégrer à nos API et ainsi de suite. Et après, on récompense le meilleur dans chaque pays. Après, on fait une compétition globale où on récompense
le meilleur d'entre eux. On le fait chaque année, en fait. D'accord. Donc, ça permet de motiver les entrepreneurs pour aussi de les accompagner sur la transition entre concevoir une idée et l'implémenter en service et faire de sorte à ce que ce service-là soit dans une entreprise finalement. Donc ce sont des choses que nous faisons. On fait aussi souvent des partenariats avec des universités ou des communautés. Récemment, on a fait un hackathon avec une communauté de Noirs sud-africains jeunes. Enfin, c'est incroyable quand on les voit. Enfin, ils ont fait 48 heures de coding sans arrêt. Wow. Et ils étaient dans une salle, tu passes, tu vois certains. Avec des sandwichs et des Red Bull. Ils finissent de dormir, ils vont coder et tout. Donc ça montre aussi que l'Afrique a un vrai potentiel. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on a le cadre qu'il faut pour accompagner, pour vraiment que ce potentiel-là soit exploité au maximum? Je pense pas. Donc, après, c'est en tant que structure, on recrute beaucoup de jeunes, on investit beaucoup dans l'éducation, on essaie de les accompagner dans des hackathons aussi pour quand ils ont des idées, ainsi de suite. Et puis, comme tu l'as dit avant, on a 70 000 partenaires qui sont connectés sur notre plateforme. Donc, ça veut dire on a toujours, on est un peu, on a ce truc-là où on veut rendre très facile l'intégration à nos plateformes. Donc, on a fait de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'intervention humaine pour mettre sûr que, tu vois, on a quiconque veut s'intégrer puisse le faire facilement, rapidement. Ainsi de suite. Donc, ça, on le fait. Après, il y a des structures pour lesquelles je pense pas qu'ils seraient encore, ils auraient eu le succès si on leur avait pas donné la chance qu'on leur a donné au début. Je regarde en Afrique. On les a permis de s'intégrer, de faire du remittance, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est une boîte reconnue partout. Et on leur a ouvert l'accès à notre plateforme, les a accompagnés. TerraPay, c'est la même chose. Je me rappelle, c'est une histoire qui est assez, c'est Comviva qui voulait se séparer de cette partie-là parce qu'ils voulaient pas être réglementés. Donc, ils leur ont donné, ils sont venus dire voilà, on veut ce truc-là. Et puis, on les a connectés, on a signé un partenaire avec eux. Et puis, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est un unicorn. Donc, bon, on est aussi assez fiers de ça, d'avoir créé d'avoir en tout cas participé à l'éclosion de certaines structures qui aujourd'hui emploient aussi beaucoup de gens et jusqu'à aujourd'hui, on continue de faire ça. Alors, Serine, ça c'est le dernier argument, si tu veux, ou vraiment le dernier focus de cette conversation. On est en train de parler français. Il y a 400 millions à peu près de francophones en Afrique. Je trouve que j'ai pas été dans tous les pays de l'Afrique francophone, mais quand même une bonne partie. Je trouve que les fintechs en général n'ont pas compris tout de suite le potentiel, non, de pouvoir, tu vois, avoir déjà une seule monnaie qui facilite, qui est pas partout, mais qui déjà pourrait faciliter. Comment tu vois en fait, c'est parce que toi tu touches ces écosystèmes tous les jours. Si tu devais, et on n'est pas ici pour comparer bien évidemment, mais si tu devais en fait, si tu regardes en perspective l'Afrique francophone en termes d'évolution des technologies, d'écosystèmes et des fintech, c'est quoi ton évaluation? Bon, moi je trouve que, bon, peut-être qu'il y a 10 ans,
l'entrepreneuriat n'était pas quelque chose d'inné chez les Africains francophones. C'était d'essayer de faire carrière dans une structure, tout ça. Mais maintenant, je vois de plus en plus. En tout cas, bon, comme je suis sénégalais, j'ai beaucoup de Sénégalais qui m'approchent et pour s'intégrer, je trouve que ça a beaucoup évolué, que l'Afrique francophone a maintenant beaucoup d'entrepreneurs et les gens n'ont plus cette idée-là où il faut faire carrière dans une entreprise et quand on a une idée, on peut conceptualiser ça. Et je trouve que aussi il y a de plus en plus de VC aussi qui accompagnent en Afrique francophone. Tu vois, Partech. Oui. Ils investissent beaucoup. On les salue tous. Donc voilà, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré et que je ne vois plus maintenant entre ce gap-là, entre un jeune Ghanéen ou un jeune Sénégalais. Je trouve même les Sénégalais assez... c'est de vrais entrepreneurs maintenant. Au contraire, peut-être, du moins c'est mon interprétation, ils peuvent regarder ce qui s'est passé ailleurs et l'implémenter même plus vite, sachant en fait ce qui n'est pas allé. Donc c'est pour ça que personnellement, je m'investis autant que possible. D'ailleurs, je viens de faire du mentoring en fait pour un concours qui était fait par un ex d'une grande banque française bien implantée en France. Et c'est vrai que il y a cette touche en fait qui est d'un côté très consciente que le problème, qu'il y a un problème à résoudre et que la technologie peut le résoudre facilement. Et de notre côté aussi, l'ambition d'aller immédiatement dans le reste de l'Afrique francophone. C'est ça, en fait, l'opportunité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Céline, notre temps est écoulé, pardon. Échoué. Et je te remercie beaucoup, en fait, de ce moment que je sens vraiment privilégié parce que on n'a pas parlé que de techno, on n'a pas parlé que de fintech, et je pense que, en fait, je trouve toujours très touchant, ce n'est pas le mot, mais très motivant de trouver quelqu'un, je te le dis sans, pas pour te lécher les bottes parce que je le pense vraiment, et dans un podcast, on peut dire ce qu'on veut, qui en fait, tu es vraiment un leader humble. Et l'humilité dans un leader, en fait, c'est une des qualités que moi, j'apprécie le plus parce que tu as cette force intérieure, tu sais l'impact que tu donnes. Et je te remercie beaucoup, en fait, pour Merci pour l'invitation. Je suis Mourite. Céline Dioum, MTN Momo at the CXO Conversations. And this is a beautiful wrap.